tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par une information qui nous parvient à l'instant et c'est au Cameroun. C'est donc officiel, c'est le président Paul Biya qui a été réélu pour un mandat de 7 ans en tant que président de la République. Il a donc été réélu avec 71,28% des suffrages exprimés. L'information a été rendue publique par Clément Atangana, le président de la Cour constitutionnelle. C'était donc ce 22 octobre 2018. Maurice Kamto, candidat de l'opposition qui avait revendiqué sa victoire au lendemain du scrutin du 7 octobre 2018, est deuxième avec 14,23% des voix. Quant à Cabral Libiu, il arrive donc en troisième position avec 6,26% des voix. Nous reviendrons donc sur cette information en détail dans nos prochaines éditions d'information. Nous mettons le cap au Kenya où le leader donc de l'opposition Raila Odinga a donc été élu, nommé par l'Union africaine. C'était ce 20 octobre 2018. Il a été nommé en tant que haut représentant de l'Union africaine justement pour le continent africain. Il a donc sa nomination arrive donc s'inscrit dans le cadre d'une économie durable et donc pour la croissance de l'économie en Afrique. C'est un reportage signé par Victoire Dimala. Raila Odinga, l'opposant historique kenyan, vient d'être nommé haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures. L'annonce a été faite ce 20 octobre par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat lui-même. Une nomination sans surprise, depuis que le président Uhuru Kenyatta et l'opposant avaient fait acte de réconciliation par une poignée de main en public. Dès lors, beaucoup d'observateurs spéculaient sur des tractations derrière ce revirement de situation. La mission de Raila Odinga, en tant que haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures, sera de faciliter le développement des autoroutes ainsi que le développement des lignes de train à grande vitesse sur le continent. Une belle récompense pour l'ancien opposant et leader de Orange Democratic Movement, ODM, qui avait fortement contesté la réélection de Uhuru Kenyatta lors du scrutin de la présidentielle de 2017. Aujourd'hui diplomate au sein de l'institution panafricaine et une position internationale dans laquelle il ne pourra être une menace pour Uhuru Kenyatta. L'on comprend aujourd'hui l'optique d'une poignée de main solennelle. Elle était non seulement pour décrisper le climat politique, mais surtout de redonner une fonction honorable à Raila Odinga. Au Mali, donc l'opposition a donc mis en place une nouvelle coalition justement pour dompter les législatives de 2019. Cette coalition a été mise en place par 4 anciens donc opposants du gouvernement. Il s'agissait justement, ils étaient candidats à la présidentielle de 2018 et parmi donc ces candidats à la présidentielle figure le Premier ministre Moussa Mara. Les détails donc avec Khalid Mahama. La convergence des forces patriotiques est le nouveau front créé pour dompter les législatives 2019 au Mali. Mise sur pied par l'opposition, cette alliance se fixe pour objectif de lutter contre la mauvaise gouvernance et de mettre fin au report des législatives qu'ils considèrent d'ailleurs comme une manipulation politique. À cet effet, pour l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara, membre de la convergence des forces patriotiques, il est inadmissible que les députés votent pour la prolongation de leur propre mandat. Cette coalition, constituée d'anciens candidats à la présidentielle 2018 et des associations, a comme pour figure de proue Oumar Mariko et Moussa Sinko Koulibaly. En guise de rappel, le parti au pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta a fait face à une coalition lors des présidentielles 2018. Ce rassemblement, constitué de Soumaïla Cissé de l'URD, d'Adamou Thiam de l'ADP Maliba et Oumar Mariko du parti SADI, pour ne citer que cela, cette coalition, pour combattre le pouvoir en place, mettait un accent sur la situation sécuritaire du pays et la corruption.
À Madagascar, l'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, candidat donc à la présidentielle prévue en novembre prochain, a donc lancé sa campagne électorale à Antananarivo, c'est dans la capitale justement de Madagascar. C'était le week-end dernier. Les détails avec ce reportage que signe une fois de plus Khalid Mahama. L'ancien président malgache Marc Ravalomanana a lancé ce week-end sa campagne pour la présidentielle de novembre 2018. Coïncidant avec la sortie de son livre intitulé « Pour l'amour de la patrie », le mouvement du candidat à la présidentielle a réuni des centaines de sympathisants sur la place du 13 mai à Antananarivo. Au cours de son allocution, Marc Ravalomanana a mentionné qu'il était temps de mettre fin au partage des terres avec les étrangers. Aussi a-t-il souligné qu'il construirait des routes, établirait la sécurité, s'occuperait de l'éducation et de la scolarité des enfants malgaches. Pour les élections à venir, retenons que les craintes de fraude et de manœuvre sont nombreuses. Déjà, plusieurs candidats mettent un doute sur la transparence et la crédibilité de la commission électorale. Malgré cela, l'homme âgé de 68 ans se veut optimiste. Patron d'un grand groupe agroalimentaire, l'ancien président a été contraint de démissionner en 2009 à la suite d'un coup d'État militaire. Son vœu le plus cher est d'occuper à nouveau le siège de la magistrature suprême pour impulser un nouveau souffle à Madagascar. En Guinée équatoriale, les 5 anciens prisonniers graciés par le chef de l'État, Obiang Nguema Bazogo, c'était lors de la fête de l'indépendance. Ils ont donc été finalement libérés vendredi dernier. Cette grâce, ils l'avaient donc obtenue le 10 octobre dernier lors de la fête de l'indépendance du pays. Et ces libérations des prisonniers se poursuivront à Bata, selon le directeur général des institutions pénitentiaires. Parmi les prisonniers libérés, on retrouve Cyprien Nao Nguema Mba, un ancien lieutenant-colonel de l'armée qui avait été arrêté en 2013 au Nigeria et extradé vers Malabo, puis condamné en 2014 à 27 ans de prison par un tribunal militaire pour tentative de coup d'État et menace contre la sécurité de l'État. Malgré ce geste, donc, l'opposition et la société civile réclament toujours la libération effective des prisonniers amnistiés. Le principal parti d'opposition, Citoyens pour l'innovation, réclame la libération d'une trentaine de ces militants condamnés en février dernier à 30 ans de prison pour sédition. Ils sont donc détenus à Evinayon sur la partie continentale du pays et ne figurent pas dans la liste des prisonniers libérés. Aux Seychelles, nous parlons justement d'énergie renouvelable. Le pays veut donc atteindre 15% de son énergie renouvelable d'ici 2030. La première version d'une proposition de stratégie sur l'efficacité énergétique aux Seychelles assortie de directives plus claires sur la manière de fournir au moins 15% des besoins énergétiques de la nation insulaire à partir des sources renouvelables d'ici 2030 a donc été présentée lors d'un séminaire de 2 jours. La stratégie aidera les Seychelles à atteindre leur objectif en matière d'énergie renouvelable, selon Théodore Marguerite, principal analyste des politiques de l'énergie au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et du Changement climatique. Selon donc Marguerite, les 2,5% devraient augmenter à 5% au cours des 3 prochaines années avec plusieurs projets d'énergie renouvelable. 2 projets solaires produisant respectivement 1 et 5 MW d'électricité devraient être construits sur l'île artificielle de Romainville, et située donc à proximité de l'île principale de Mahé, grâce à une subvention de 3,4 millions de dollars du gouvernement indien. Les Seychelles prévoit également d'installer le premier système photovoltaïque flottant à échelle industrielle sur le lagon de Le Rocher dans le district justement des Mamelles. La politique prend également en compte le développement futur des infrastructures gouvernementales et des projets de logement et la manière dont cela peut être fait pour accueillir des installations utilisant des énergies renouvelables. Toujours dans le cadre de l'économie, pour booster donc justement l'économie de certains pays, notamment en Ouganda, le président de la République, Yoweri Museveni, a inauguré mercredi dernier le premier pont au Zoban dans l'est du pays. Un pont qui aidera à booster donc l'économie de l'Ouganda, ceci à travers les importations et les exportations. Les ponts à Oban sont une variété de ponts où le tablier est suspendu par des câbles, eux-mêmes étant soutenus par des pylônes. Baptisés donc
donc le pont de la source du Nil en raison de sa proximité du point où le Nil s'écoule du lac Victoria. Cette structure de 525 mètres de long financée par un prêt d'un peu plus de 112 millions de dollars de l'agence japonaise de coopération internationale va désengorger la ville de Jinja. Le pont constitue une bouée de sauvetage économique pour ce pays, son littoral. Par ailleurs, les marchandises en transit à destination ou en provenance du Rwanda, du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud emprunteront donc également ce pont. Conçu donc pour durer 120 ans, l'édifice va désengorger le trafic sur l'ancien pont de Nalu-Baléé. Au Bénin, c'est le président de la République, Patrice Talon, qui a donc effectué une visite officielle au centre de promotion de l'artisanat. Une délégation donc gouvernementale conduite par le chef de l'État était samedi dernier, le 20 octobre 2018, au centre de promotion de l'artisanat et à Kourounou. Il s'agit d'une visite de terrain, un prélude à la réalisation de 2 projets phares du PAG, la construction d'une galerie commerciale, la rénovation du palais des sports et du stade de l'Amitié seront bientôt une réalité. En attendant le démarrage effectif des travaux, le gouvernement est descendu sur les différents sites afin de définir les mesures à prendre pour le bon déroulement des travaux. Les objectifs fixés à travers la réalisation de différents projets sont, entre autres, l'implantation d'un pôle sportif urbain, le réaménagement du centre de promotion de l'artisanat et l'implantation d'une galerie d'art et de la maison des artistes. Parlons toujours des activités des chefs d'État. Cette fois-ci, c'est au Rwanda où le président de la République, Paul Kagame, a rejoint la population dans les rues de Kigali. C'était donc ce 21 octobre 2018. Ceci donc pour marquer la journée sans voiture, un événement bimensuel destiné à encourager la population à faire de l'exercice et utiliser l'énergie verte. La journée sans voiture a été introduite en mai 2016, interdisant l'utilisation de la voiture dans certaines parties de la capitale pendant une journée. Les résidentes sont donc autorisées à faire du jogging, de la course et même de la bicyclette dans les rues fermées. Lors du lancement de la journée sans voiture en 2016, le gouvernement rwandais a déclaré que cette initiative était motivée par la nécessité d'encourager l'exercice et de promouvoir le transport écologique, réduisant ainsi les émissions de carbone des véhicules à moteur. Chaque année, vers le 22 septembre, une journée mondiale sans voiture est également célébrée dans le monde entier, encourageant les automobilistes à abandonner leur voiture pour une journée. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, les journées sans voiture sont une occasion extraordinaire pour les villes de prendre conscience de l'ampleur de la pollution qui affecte des vies. Nous mettons le cap au Zimbabwe où donc nous parlons de l'économie encore et justement parlant de cette économie, il n'y a aucune perspective reluisante dans ce pays-là et donc le manque de devises étrangères dans le pays, la pénurie justement des denrées alimentaires, surtout de première nécessité, à savoir les médicaments et même l'essence justement n'aident pas justement le quotidien des Zimbabwéens dans justement leur pays. C'est donc à cause de cela que la crise s'aggrave dans le pays et justement les autorités du pays appellent donc à une aide pour résorber à la situation. C'est un reportage signé par Junior Wafo. L'introduction d'une nouvelle taxe de 2% destinée à tirer profit du secteur informel en pleine expansion ces dernières années serait à l'origine de cette violente crise qui touche le pays. Mais pour les autorités zimbabwéennes, cette situation serait due au règne de l'ancien président Robert Mugabe. En retraite politique depuis juillet dernier, l'ancien chef d'État aurait laissé un pays endetté à hauteur de 18 milliards de dollars. La pénurie des devises étrangères vient également s'ajouter aux causes de la crise économique zimbabwéenne, ce qui entraîne le manque des produits de première nécessité, notamment du riz, de l'huile, des médicaments et même de l'essence. Une situation qui favorise ainsi une flambée des prix. Déjà frappé par une crise en 2008, le Zimbabwe est de nouveau confronté à un défi qui pourrait engendrer des manifestations et ainsi retarder le retour des investisseurs. Et selon certains observateurs, la situation économique du Zimbabwe trouve des explications différentes selon le côté d'où l'on se trouve.
Au Niger, le pays va indemniser à hauteur de 2 millions de dollars, soit 2 milliards de francs CFA, des centaines d'enfants de la ville de Tibiri. Ces derniers avaient été contaminés par le fluor propagé dans de l'eau. En 2001, le centre de santé de Tibiri avait dénombré 4 918 garçons et filles atteints par diverses malformations provoquées par un taux excessif de fluor dans l'eau distribuée entre 1985 et 2000 par la Société nigérienne des eaux. Le gouvernement va débloquer donc 2 milliards de francs CFA pour dédommagement des enfants de Tiberi, victimes il y a 20 ans d'une eau polluée conformément à une décision de justice rendue il y a 3 ans. Le scandale des enfants de Tiberi avait été révélé en 2000 par l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme après avoir été alerté par des médecins inquiets de la multiplication des cas de malformations graves chez les enfants âgés de 15 mois à 15 ans, jambes et dos arqués et tête volumineuse, os fragilisés, dents rougeâtres et friables. Au Nigeria donc, les conflits intercommunautaires semblent être les causes justement des combats dans la région du nord du pays, particulièrement à Kaduna. Et donc dans cette région-là, plusieurs combats sont enregistrés. C'est donc le cas où récemment on a enregistré il y a seulement quelques jours de violents combats dans cette région-là. C'est un reportage signé par Junior Wafou. Les violences ont éclaté jeudi 18 octobre 2018 entre les porteurs Aoussa et les Adara. Objet de la dispute, le monopole du marché de la ville de Kasuwan Magani, situé à une cinquantaine de kilomètres de Kaduna. Selon le bilan officiel, 55 personnes auraient perdu la vie au terme de ces affrontements. Le président de la République, Muhammadu Buhari, s'est exprimé à la suite de ces violences en les qualifiant d'inacceptables. Pour lui, aucune culture ou religion ne peut justifier le mépris pour le caractère sacré de la vie humaine. Depuis le mois d'octobre 2018, la région de Kasuwan Magani connaît un regain de tension à cause des conflits intercommunautaires. En septembre dernier, des affrontements similaires avaient éclaté entre des agriculteurs chrétiens et des éleveurs musulmans. Le Nigeria étant le pays le plus peuplé d'Afrique avec près de 200 millions d'habitants, le gouvernement ne cesse de mettre sur pied des stratégies pour améliorer la cohésion sociale et faciliter le vivre ensemble. En République démocratique du Congo, plusieurs personnes sont donc portées disparues. Ceci après l'embarcation de leur bateau. Il s'agit donc d'une dizaine de personnes qui ont été portées disparues après que leur embarcation a chaviré sur la rivière Kasaï dans le centre du pays. Les recherches sont en cours pour essayer de retrouver les corps des victimes ou d'éventuels survivants. Cette embarcation de fortune a donc sombré jeudi dernier en fin d'après-midi. L'accident s'est produit sur la rivière Kasaï, à une dizaine de kilomètres de la ville de Chikapa. Selon le vice-gouverneur de la province du Kasaï, sur les 18 personnes qui étaient à bord, 7 ont réussi à se sauver. Les 11 autres passagers sont donc portés disparus. Des enquêtes sont en cours pour essayer de déterminer les causes de ce naufrage. Les naufrages sur les eaux congolaises sont donc fréquents. Bien souvent, il s'agit d'embarcations de fortune et qui ne remplissent pas les normes élémentaires de sécurité. Et ces bateaux qui sillonnent le fleuve Congo et ses affluents sont souvent surchargés et naviguent de nuit sur des cours d'eau non balisés. Il y a une semaine, au moins 19 personnes ont péri sur les rivières Ubangi au nord-est de la République démocratique du Congo. Leur embarcation de fortune surchargée et naviguant de nuit aurait percuté un rocher avant de chavirer. En Afrique du Sud, donc, et nous parlons également d'accidents. 17 personnes au moins ont perdu la vie dans un accident de la route dans la province de Limpopo, dans le nord de l'Afrique du Sud, lorsque le pneu d'un camion a éclaté, le précipitant contre d'autres véhicules, selon justement un responsable local. De nombreux véhicules ont été impliqués dans l'accident qui a fait 25 morts parmi les passagers d'un minibus taxi et de 2
des autres voitures de camions a éclaté. Malheureusement, il s'est jeté dans la circulation en sens inverse, heurtant 4 autres véhicules, dont l'un était un minibus taxi, avait auparavant déclaré Madame Makouri Pekche. Bien qu'elle dispose d'un des réseaux routiers les plus développés du continent, l'Afrique du Sud connaît un taux élevé de morts sur les routes, principalement imputable à la vitesse, aux véhicules en mauvais état et au non-port de la ceinture de sécurité. En Taïwan, c'est la page étrangère dans ce bulletin d'information. Il s'agit également d'un accident, mais cette fois-ci d'un déraillement du train où au moins 18 personnes ont péri ce 21 octobre 2018 dans le déraillement d'un train dans le nord-est du Taïwan. Le pire accident ferroviaire sur l'île en plus d'un quart de siècle. L'administration des chemins de fer avait initialement fait état de 22 morts, mais le centre taïwanais de réponse d'urgence a affirmé que 18 personnes avaient péri et sans donner d'explication à ce nouveau bilan. Les Puyuma Express, qui transportait 366 personnes à destination de Taitung dans le sud de l'île, a déraillé dans le comté de Yilan au nord de l'île à 16h50 heure GMT pour une raison encore inconnue. Les 8 wagons du train ont déraillé, donc 5 qui se sont renversés près de la gare de Xingma. Ce déraillement, le plus grave accident ferroviaire à Taïwan depuis 27 ans, a également fait 187 blessés. Les responsables indiquaient ce 22 octobre 2018 qu'un petit nombre de passagers étaient toujours portés disparus et que les sauveteurs poursuivaient les recherches. La présidente Tsai Ing-wen s'est rendue donc ce 22 octobre 2018 sur le site de l'accident, demandant une enquête sur les causes du drame. Nous terminons cette page étrangère, ce bulletin d'information par l'Afghanistan où donc des bureaux de vote ont donc été attaqués ce samedi 20 octobre 2018. Il s'agissait justement des élections législatives réclamées de longue date. Ils ont donc été immédiatement endeuillés par plusieurs attaques des centres électoraux afghans. Au total, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir recensé 15 attaques ennemies dans l'ensemble du pays, la plupart étant des explosions d'engins artisanaux et des tirs de roquettes. Au moins 13 personnes ont été tuées et 123 blessés selon un premier bilan. Les talibans avaient averti à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'ils allaient recourir à la violence pour faire échouer le processus démocratique à leurs yeux illégitimes. Dans la capitale partiellement bouclée par des barrages lourdement armés, la plupart des axes routiers avaient été interdits aux véhicules et aux motos. Plus de 5000 bureaux de vote ont ouvert dans les zones du pays sous contrôle du gouvernement pour des raisons de sécurité. Dans d'autres parties du territoire contrôlées par les talibans, 2000 centres de vote sont restés fermés. Et voilà qui m'entame à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média. De votre fidélité, nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.